Gilles Gagné qui dit ça. On forme des travailleurs et travailleuses. Et aujourd'hui, ça atteint une coche de plus de cynisme. On produit des travailleurs cognitifs à haute valeur ajoutée. Et donc, on peut définitivement parler d'un détournement institutionnel vers la production de la valeur au détriment des populations à qui on arrache leurs écoles pour les convertir en casernes de formation des petits futurs chercheurs en économie technoscientifique capitaliste. Et donc, c'est comme si ces gens-là n'avaient plus besoin de passer par la culture pour devenir quelqu'un. Ils arrivent à l'université, ils savent déjà ce qu'ils veulent, ils ont un prêt de la Banque nationale, moi je veux tel diplôme, je veux rentabiliser mon capital humain personnel pour avoir un plus haut salaire plus tard, on rentre là-dedans, on te forme, puis après ça, tu te fais embaucher par une compagnie. Judith Woodsworth, qui est la rectrice de Concordia, en fait, ils disent President maintenant, comme une compagnie, le PDG. Elle a dit dans un speech au Canadian Club récemment aux entrepreneurs, « Je veux que vous nous voyez comme des acteurs de développement économique qui vont vous permettre de sortir de la crise et de maximiser la valeur, engager nos gradués, défendez-nous auprès du gouvernement, demandez plus de financement pour nous, help us help you, and we will all reap the benefits. » Okay, donc, c'est clair. À peu près tous les recteurs actuellement, les rectrices doivent être considérés comme étant cooptés par, et les conseils d'administration de plus en plus avec les projets sur la gouvernance, comme étant cooptés par cette logique-là et faisant maintenant partie de gens qui mènent cet assaut de l'intérieur contre les institutions dont ils ont la charge. Qu'est-ce que ça veut dire pour la connaissance? Évidemment, la connaissance, auparavant, on appelait ça la science. Il y avait cette idée qu'elle était au fondement de la liberté commune, puis que sa validité était assurée par l'université. Donc, il y avait un débat entre des scientifiques, puis on finissait par dire, bon, ben ça c'est vrai, on a regardé les résultats de machin chose, ça a de l'allure ce qu'il a fait comme recherche, sanctionné par l'institution. Maintenant, le savoir, la connaissance devient quelque chose de marchandisable, une condition du progrès technologique et du développement du capital humain de la personne. Et donc, ça devient un bien d'investissement qui va être jugé maintenant non plus à l'aune de sa validité scientifique, mais à l'aune des services qu'il peut rendre au développement économique. L'exemple du CO2 Solution est intéressant. C'est pas bien là, de continuer à polluer, mais à court terme, ça aide à continuer à polluer, donc c'est bon, donc c'est jugé pour le bien que ça a pour, comme dit Bellamy Foster, c'est un éco-socialiste dans son livre Ecological Revolution, il dit les technologies ne sont pas développées pour régler les problèmes du capitalisme, sont développées pour continuer à faire du capitalisme. C'est pas pareil. Hein, c'est pas pour arrêter de polluer, c'est pour continuer à faire du capitalisme en polluant un peu moins. C'est une nuance subtile mais importante. Donc, on va juger des connaissances à l'aune de leur applicabilité pratique pour continuer, disons, le roulement de la machine de l'économie de consommation rapide. Donc, jadis, la connaissance était pensée dans une perspective de synthèse. Hein, il fallait faire une synthèse, puis les essais-erreurs, puis on mettait tout ça ensemble, on faisait un bilan, puis là, bon, ben ça c'était le cursus, le curriculum. Bon. Maintenant, c'est l'applicabilité locale et pragmatique d'une chose. Un petit groupe va développer une broutille, va breveter ça, puis ça va être ça qui va être là. C'est plus synthétique, c'est super localisé et limité à un secteur. Oui. Donc, on brise la synthèse. On assiste donc à une double mobilisation de la culture qui va devenir un bien de consommation sous la forme du savoir commercialisable. Et on pourrait aussi ajouter un aspect dont je ne traiterai pas ce soir, mais des flux identitaires commercialisables. Parce qu'on vend aussi à travers ça des concepts d'identité. Comme disait Pierre Perrault dans ses excellents films sur la pêche au marsouin et au coude, les gens de plus en plus construisent leur identité. Si ce n'est plus par la culture, parce que la culture est rendue marchande, ben ça va être par des images payantes d'eux-mêmes, Twilight par exemple, qui va passer sur votre Blackberry et votre cochonnerie. Vous allez payer pour vous acheter une identité. Ah oui. Donc, l'idée, c'est d'insérer une transaction commerciale à toutes les étapes de la formation de la culture et de la personne. Donc, non seulement c'est le savoir qui devient. L'économie du savoir, c'est ça. C'est que même la personne, finalement, construit son identité et son statut d'universitaire ou même de citoyen général à travers l'accès à un flux d'identité qui est commercialisé. On va en parler plus tantôt, mais juste pour montrer comment cette marchandisation de la culture n'est pas exclusive à l'université. Donc, ce que ça veut dire plus généralement pour la société, cette mutation-là, c'est quand même une dissolution des lieux de réflexivité sur les finalités. Où est-ce qu'on va remettre en question la direction que prend la société si le lieu même qui servait à ça est embrigadé dans une direction qu'on n'a plus le droit de questionner? Moi, j'ai envoyé une lettre à Yves Boisvert de la presse récemment, il m'a pas répondu, d'habitude, dans laquelle j'ai dit, il disait, lui, dans son article, on n'a pas besoin d'en débattre. Ce qu'on est en train de faire avec les universités, on n'a pas besoin d'en débattre. Tout le monde le sait ce qu'il faut faire, il faut les adapter à l'économie du savoir et pas besoin d'en débattre. Il disait ça. Il y avait une insistance sur l'absence de débat. C'est très inquiétant. Hannah Arendt disait qu'une des conditions du totalitarisme, évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'on est dans le totalitarisme au Québec, quoique c'est en train de prendre des directions assez inquiétantes pour en être authentiquement préoccupé, mais dans toute société où on cherche à tout prix à éviter le débat sur les orientations de la société, puis on verrouille ou on met le feu dans des lieux qui servaient à débattre de ça,
Il y a de quoi s'inquiéter quand même beaucoup, là. Ça sert l'université, ça servait normalement à mettre en question, mais là, maintenant, ça fait partie, c'est la locomotive de où on s'en va, c'est-à-dire c'est inquiétant. Donc, il y a un aspect proprement, disons, proto-totalitaire, ou en tout cas assez autoritaire à cette logique-là, qui veut absolument, comme dire d'abord, les arguments ne servent plus à rien. Ce n'est pas un projet intellectuel, c'est un projet économique qui va absolument éviter de se justifier sur le terrain des arguments intellectuels et de la discussion rationnelle. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans l'université, même à l'extérieur de l'université, on va convertir ce lieu-là, cet espace, en un espace de compétition. Compétition entre les universités, compétition entre les étudiants, entre les professeurs des différentes universités, compétition à l'intérieur des groupes, de syndicats, l'asso étudiante, pour mobiliser des ressources. Encore le texte de Gagné qui est très bon là-dessus. Tout le monde compétitionne ensemble pour mobiliser des ressources ou des flux identitaires. Et donc, l'université devient un lieu dans lequel on met plein de ressources, il y a plein d'argent qui passe, mais le projet qui est derrière, lui, n'est jamais remis en question. Et donc, c'est un projet qui est donc purement fonctionnel et qui ne s'affirme plus sur une base, disons, politique ou symbolique, ou idéale ou idéale, mais qui s'affirme uniquement sur, comme fonctionnement, disons, muet de l'université comme compétition pour avoir plus de ressources, pour faire plus de recherche, plus de input, plus de output. Si vous lisez Jean-François Lyotard, La condition postmoderne, qui a été commandé d'ailleurs par le Conseil des universités du Québec en 1971. Input, output, that's it. C'est ça les universités. Donc, quand on parle de sous-financement, je me permets de faire une parenthèse ici, puis une bonne pique au mouvement étudiant. Arrêtez de parler de sous-financement, c'est pas vrai. Les universités en ont plein d'argent. Ils n'en ont jamais eu autant. Puis même maintenant, ils font des surplus. Bon, il y a eu un déficit l'année dernière, maintenant, ils ont des surplus. Et alors? La première question qu'il faut demander, c'est pas est-ce que c'est sous-financé ou c'est à quoi ça sert l'université. Si ça sert au développement économique, il va toujours manquer d'argent dedans. Toujours. Si ça sert à former des gens, ça prend des chaises, des crayons, des tableaux, ça coûte pas cher. Si ça sert à faire de la grosse technique, ben, ça prend des machines, mais ça coûte cher. Hein? Donc, au lieu, avant de demander des réinvestissements massifs et de régler le sous-financement, on va peut-être se demander pourquoi est-ce qu'on a encore une école de gestion dans l'université, pourrait-on peut-être la fermer, par exemple. On va sauver de l'argent en masse avec ça. Parce que les écoles de gestion, comme on le sait, forment des gens qui, le plus souvent en tout cas, administrent ce paradigme de la valeur et de la destruction capitaliste du monde. Donc, je veux dire, c'est juste pour faire une blague et montrer que finalement, avant de parler de sous-financement, il faut se demander qu'est-ce qu'on finance. Puis où est-ce que ça s'en va, cette machine-là? Au lieu de mettre du gaz dans la machine, on peut juste se poser la question. Où est-ce qu'elle s'en va? Donc, ça, c'est d'ailleurs, quand vous avez la CREPUC, la conférence des recteurs principaux des universités du Québec, puis la Chambre de commerce de Montréal, puis Lucien Bouchard qui crie au meurtre sur le sous-financement des universités, puis à côté, vous avez le mouvement étudiant qui arrive, puis qui crie au meurtre sur le sous-financement des universités, comme je disais à Montréal la semaine passée, conseil d'amis. Généralement, quand quelqu'un de droite financière, comme Lucien Bouchard, crie quelque chose à la télévision, moi, si j'étais vous, avant de le crier aussi, je me poserais des questions. Généralement, c'est parce que c'est pas bon, un conseil d'amis. Donc, si Lucien Bouchard dit sous-financement, il faudrait peut-être que la gauche, les gens critiques se disent, ben, il n'y a peut-être pas de sous-financement, il y a peut-être un mal-financement, comme disait la FQPPU des ports d'université. On finance un secteur, ou en tout cas une mutation dans l'université qui la détruit. Alors, si on met plus d'argent là-dedans, on veut juste accélérer la chose. S'il n'y a pas de remise en question normative. Fin de la parenthèse sur le sous-financement n'existe pas. Donc, pour reprendre où j'étais, mobilisation de ressources, on pourrait dire aussi branchement des moyens sur les moyens. L'université, ça devient un lieu qui ne sert plus de fin politique, culturelle, normative, sociétale, mais qui sert au fond des moyens, qui devient un moyen au service de la valeur, qui elle-même est juste un autre moyen. C'est comme une espèce de... C'est l'argent pour faire de l'argent. Weber dirait irrationalité des fins. C'est complètement irrationnel parce qu'en haut, le but ultime, c'est juste accumuler de l'argent. Et pour ça, pour accumuler de l'argent, on est prêt à tout détruire le lien que l'université avait avec la culture traditionnelle, tout défaire, mettre le feu partout, puis bâtir ça pour que ça serve de machine à accumuler de la recherche commercialisable. Et donc, c'est une forme de modernisation extrêmement destructrice qui nous fait sortir complètement de ce que l'université était et de ce qu'on était nous-mêmes, comme, disons, personnes qui participaient d'une culture et d'une identité que l'université aurait dû nous transmettre. On passe donc d'une logique de finalité versus une logique, disons, de besoin ou de spécialisation fonctionnelle. On ne répond plus à des fins collectives. On pourrait redéfinir, comme Gilles Gagné le fait, l'université maintenant comme un réseau d'organisations répondant à des besoins de clientèle. Le problème, c'est que, ça c'est le même exemple que Gagné donne dans le livre ici, la couche d'ozone, c'est pas un besoin pour personne.